Voilà, donc deuxième communication sur l'accompagnement de la transition. On va faire parler quand même un psychiatre et un pédopsychiatre, le président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, le docteur Jean Chambry. Donc merci d'être là et de nous éclairer un petit peu sur ce parcours sûrement difficile de l'enfance et de l'adolescent trans. Je me permets juste de rappeler que la communication, c'est entre 12 et 15 minutes pour qu'on ait le temps de discuter comme on vient de le faire. Merci. Très bien, merci à tous de m'avoir proposé de participer à ces échanges. Donc, je vais vous parler de l'accompagnement de la transition et donc de la place de la psychiatrie dans cet accompagnement au regard des évolutions théoriques. Donc, effectivement, la notion de sexe, elle vient de la notion de sécaré qui sépare. Je ne vais pas rentrer dans les détails étymologiques, mais effectivement, dans beaucoup de cultures, il y a eu des êtres parfaits, mais qui ont menacé les dieux et qui ont été coupés en deux, et chacun recherche sa moitié. Évidemment, c'est un modèle très hétéronormatif, mais qui a été utilisé, sécaré qui sépare, puisque chez les mammifères, on va distinguer d'un côté les mâles, de l'autre les femelles, en fonction de leurs organes génitaux. Est-ce qu'on peut pour autant dire qu'il y a une dimension binaire, puisque finalement il existe, en tout cas dans la population humaine, 2,4% qui vont présenter un trouble du développement du sexe et que ces personnes vont se nommer intersexes. Mais effectivement, ça considère, c'est quand même en lien avec soit une pathologie génétique ou endocrinienne, mais qui constitue quand même un pourcentage de la population qui ne pourra pas être clairement défini par ces organes génitaux. Et comme vous le savez, la sexualité chez les mammifères est une dimension instinctuelle. Voilà, alors nous, on est des mammifères très particuliers, puisqu'avec le développement du cortex préfrontal, nous avons développé la capacité à nous penser, nous avons une conscience réflexive, on se pense, et c'est à partir de ce travail de se penser qu'on accède à la notion de soi, qui va avoir donc une importance dans la représentation de soi et l'affirmation identitaire. Et après, il y a beaucoup de difficultés qui alimente nos consultations sur comment on va articuler ce qu'on pense de soi et ce qu'on aimerait être en fonction des idéaux de société, de sa famille, de religion qui nous traversent, et comment on travaille aussi la constitution de l'estime de soi à partir de cette représentation. Donc, comme on se pense, on n'est donc pas limité à la réalité de ses organes génitaux, et on peut, depuis l'histoire de l'humanité, se penser femme en ayant un pénis, se penser homme en ayant un vagin, et nouveauté, on pourrait aussi se penser au-delà de ces catégories binaires. Comment la psychiatrie a réagi à ces questionnements tout au long de l'apparition de la psychiatrie, qui est une spécialité récente, comme vous le savez? Eh bien, en 1838, on interroge Esquirol, un aliéniste français bien connu, sur voilà, ce garçon de bonne famille, né garçon, mais il se pense femme, il se vit femme, il se déclare femme. C'est d'ailleurs un motif d'internement, puisque la famille n'accepte pas cette situation, et on interroge Esquirol sur « il a quoi ?» Il a quoi? Eh bien, il a un déni de la réalité de son corps, puisqu'on part sur le principe que c'est les organes génitaux qui doivent être le support de la construction identitaire. Donc, si on a un pénis, on doit se penser homme. Si on a un vagin, on doit se penser femme. Là, ça ne fonctionne pas, donc c'est délirant. Et si c'est un déni de la réalité, délire, psychose. Voilà. Et pendant un siècle, on dira que c'est une forme de psychose. Il faudra attendre les années 50 et les travaux de John Money dans un premier temps, puis de Robert Stoller dans un deuxième temps. Donc John Money, psychologue, Robert Stoller est psychiatre, psychanalyste, donc tous les deux américains, pour affirmer la notion de transsexualisme, qui va donc être un diagnostic psychiatrique et qui repose sur la notion d'une identité sexuée normale ou anormale. L'identité sexuée normale reposant sur la congruence entre les organes génitaux et le vécu identitaire. Et évidemment, l'identité sexuée anormale, c'est quand il n'y a pas cette congruence. Et pour les personnes qui ont une identité sexuée anormale, on les nomme transsexuels. Le grand diagnostic différentiel de l'époque, c'est de bien différencier transsexualisme et psychose, et de bien différencier transsexualisme et travestissement.
Et effectivement, comme c'est une pathologie psychiatrique avec un diagnostic psychiatrique, il y a une obligation de suivi psychiatrique. Voilà. Dans les années 90, toujours aux États-Unis, Judith Butler, qui n'est pas thérapeute, qui n'est pas psychologue, qui est philosophe, qui est engagé politiquement dans le mouvement gay et lesbien, effectivement, remet en question cette association entre les organes génitaux et l'identité, en faisant valoir qu'au fond, quand on associe pénis et homme, vagin et femme, c'est une association qui repose sur la culture, c'est une association et qu'elle est tout à fait discutable. Voilà, et qu'elle ne repose pas sur une réalité. Donc, elle ne remet pas en cause la réalité anatomique. Il y a bien des pénis et des vagins et c'est pas pareil, sauf que effectivement, elle remet en cause l'obligation de l'assignation entre ces organes génitaux et l'identité. Et voilà apparaître le courant transgenre qui, effectivement, comme l'a évoqué Béatrice, va demander une dépathologisation et une dépsychiatrisation de la congruence entre les organes génitaux et l'identité. Et il faudra attendre 2013 pour que les psychiatres acceptent d'envisager cette question, puisqu'en 2013, l'Association américaine de psychiatrie, vous voyez que ça vient souvent des États-Unis, l'Association américaine de psychiatrie décide de supprimer la notion de transsexualisme dans les manuels de psychiatrie et décide donc d'affirmer qu'il n'y a pas de normalité de l'identité sexuée, qu'il faut renoncer à toute forme de théorie, de normes ou de critères sur la notion d'identité sexuée, d'accompagner les personnes sans chercher à les normaliser, hein, donc là c'est le rejet des thérapies de conversion, et par contre, il forme une nouvelle identité psychiatrique qui pour l'instant est toujours présente dans la classification américaine, qui s'appelle la dysphorie de genre et qui vient dire au fond, il y a un grand ensemble de personnes qui sont peut-être entre 2,5 et 1% de la population qui ne se retrouvent pas dans cette congruence organes génitaux identité, et dans ce vaste groupe, il y a un autre groupe qui a une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance psychique spécifique est liée justement à leur vécu qui n'est pas congruent à leurs organes génitaux, mais peut-être que cette souffrance, elle est liée aussi au regard stigmatisant que la société porte sur eux. Elle n'est pas forcément intrinsèque à leur fonctionnement, mais il y aurait donc cette souffrance spécifique qui reste un diagnostic psychiatrique et qui justifierait du coup pour ces personnes-là, pas toutes les personnes trans, mais les personnes qui ont une dysphorie de genre, un accompagnement psychiatrique. Eh bien, l'OMS ne suivra pas l'organisation de ce nouveau diagnostic, puisque l'incongruence de genre va être complètement supprimée des diagnostics psychiatriques pour être confiée à la médecine de la vie sexuelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'associe plus cette difficulté dans son vécu corporel à une pathologie psychiatrique. C'est complètement dépsychiatrisé et validé par l'OMS depuis le 11 janvier 2022. En France, on aime bien utiliser le terme de transidentité. Alors, les critères de la dysphorie de genre posaient quand même un certain nombre de problèmes. Je vous les montre. Alors, ce qui va être différent avec la notion de dysphorie de genre, c'est qu'il va apparaître la notion de transidentité de l'enfant et de l'adolescent. Parce que jusqu'à maintenant, dans le transsexualisme, on considérait que c'était une pathologie de l'adulte et qu'on ne pouvait pas l'évoquer avant d'être adulte. Bien sûr, quand on interroge les personnes trans, avant d'être adultes, ils se sont posé des questions, ont eu des vécus, etc. Mais on considérait l'enfant, l'adolescent sont immatures, on ne peut pas prendre en compte réellement ses propos, il faut attendre qu'ils soient adultes pour prendre en compte ses propos. Là, avec la dysphorie de genre, on considère que le diagnostic pourrait être posé à partir de 3 ans et demi, 4 ans, à partir du moment où l'enfant peut s'affirmer dans son identité. Mais vous voyez qu'on est un peu gêné par les critères diagnostiques qui font beaucoup référence aux stéréotypes de genre. Une préférence marquée pour les vêtements typiques de l'autre genre. Alors, un garçon aime le rose. Est-ce que ça veut dire que une préférence marquée pour les jouets ou les activités de l'autre genre? Un garçon joue avec des poupées.
Alors, est-ce que ça veut dire que… Vous voyez, ces critères posent vraiment de gros problèmes. On comprend pourquoi l'OMS ne suivra pas. Alors, chez l'adulte, c'est plus juste, bien que certains, voilà, une forte conviction d'avoir le ressenti typique de l'autre genre. C'est quoi le ressenti typique, hein, vous voyez? Donc, ces critères posent problème et on comprend pourquoi ils n'ont pas été repris. Cela permettra donc aux psychiatres américains d'affirmer que l'identité de genre est le sentiment intrinsèque et profond d'être un garçon ou un homme, une fille ou une femme ou un genre alternatif qui peut ou pas correspondre au sexe assigné, puisque c'est le terme qu'on va utiliser. On va considérer que quand on regarde un bébé, on voit son pénis et on dit c'est un garçon, c'est une assignation sociale. Voilà, on décide que c'est un garçon puisqu'il a un pénis. Donc, c'est le terme que les personnes concernées utiliseront, être assigné à la naissance d'un genre. Donc, on peut ou pas correspondre au sexe assigné à la naissance ou à ses caractères sexuels primaires ou secondaires. Et ça, c'est très important. Comme l'identité de genre est interne, elle n'est pas nécessairement visible pour les autres. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce que je ressens, mais ce qu'on voit de moi en fonction des stéréotypes que j'utilise ne permet pas forcément que ça soit évident pour mon interlocuteur. On va parler de spectre du genre, et ce qui va ouvrir à la question de sortir de la binarité, puisqu'on va partir sur l'idée que certes, des personnes se comprennent en tant que personnes binaires, comme l'avait évoqué Béatrice, mais d'autres n'ont pas la nécessité de se définir en tant qu'homme ou en tant que femme. Ils peuvent, par exemple, penser à eux à la fois comme un homme et une femme. Ils peuvent penser à eux à la fois comme ni un homme ni une femme, ou ils peuvent être en mouvement entre les genres ou incarner un troisième genre. Et dans cette définition, on affirme que tout ça n'a aucune trace de pathologie. C'est l'identité de genre normale. Donc, c'est vraiment quand même une révolution dans les concepts. Alors, évidemment, dans la transition sociale, Béatrice l'a évoqué, hein, depuis 2017, avec la mise en place de la loi votée en 2016, effectivement, toute personne peut changer son prénom en s'adressant à l'officier d'état civil de sa mairie de naissance ou de sa résidence sans aucun papier médicaux. Par contre, pour changer son sexe, il faudra quand même faire une procédure au tribunal de grande instance avec un dossier recueillant un certain nombre de témoignages. Il n'est pas nécessaire d'avoir un avocat, mais il faut… Voilà. Alors, c'est de plus en plus une formalité. Et d'ailleurs, il y a une révision de cette loi qui se prépare, voilà, pour savoir est-ce qu'il faut continuer à en passer par le tribunal ou pas. Voilà. Alors, la place de la psychiatrie dans l'accompagnement des parcours de transition au regard de l'évolution de ces diagnostics nous amène à penser que du côté des adultes, il y a possibilité d'un suivi psychiatrique, mais non obligatoire, contrairement à avant. Puisqu'avant on considérait que c'était une pathologie psychiatrique, tout était conditionné par le suivi psychiatrique et le psychiatre était un peu le chef d'orchestre du projet. En fonction des certificats qu'il acceptait ou pas de faire, on pouvait avoir accès aux hormones, avoir accès à la chirurgie, avoir accès au remboursement. Là, évidemment, et il faut savoir que c'est toujours le texte de 2009 à la Haute Autorité de Santé qui régule en théorie nos pratiques, bien que les pratiques aient beaucoup évolué entre-temps, d'où la nécessité de revoir ces documents. Et effectivement, là, c'est plutôt le suivi psychiatrique qui sera soit à la demande des patients parce qu'ils ont des questions, ils ont besoin d'être soutenus dans ce parcours de transition parce que ça bouleverse leur environnement, leur équilibre familial, leur vécu professionnel et ils sentent ce besoin d'être étayés et soutenus, évidemment avec des thérapeutes qui n'ont aucun désir de les normaliser. Et bien sûr, on peut avoir une transidentité et des troubles psychiatriques qu'il faudra prendre en charge. Alors, faudra-t-il un avis psychiatrique avant la transition hormonale? La WPAS, qui est l'Association internationale des professionnels de santé qui s'occupe des personnes trans, dit non, pas d'avis systématique. Ce sera l'appréciation et du médecin et du patient. Mais ça, pour l'instant, il faut que la Haute Autorité de Santé se nomme les choses sur ce point de vue. Est-ce qu'il faudra un avis psychiatrique avant la transition chirurgicale? La WPAS dit non, pas systématique. Mais voilà, il faudra voir ce que l'HAS va proposer. Voilà. Alors, évidemment, par contre, et je suis psychiatre d'enfants et d'adolescents, les choses sont un peu différentes chez l'enfant et l'adolescent, puisqu'on va considérer qu'effectivement, ce sont des êtres en développement
bien sûr, il faut prendre en compte leurs paroles, qu'il va falloir… Alors, vous voyez, la WPAS est très influencée évidemment par le courant américain, et donc ils utilisent les termes de dysphorie de genre chez l'enfant et l'adolescent, puisque en général, ce qui va nous amener à rencontrer ces enfants et ces adolescents, c'est qu'il y a une forme de souffrance qui s'exprime soit par l'enfant lui-même, soit dans sa famille, autour des propos qu'il peut tenir. Ce qu'on nous propose, c'est de dire qu'il faut absolument un accompagnement des parents. Il faut mettre des mots, aider l'enfant à mettre des mots sur ce qu'il ressent, parce qu'évidemment, ce qui va être important, c'est de dégager la parole de l'enfant. Ah, ça, c'est ce qui va être important, d'être… parce qu'on sait qu'un enfant peut être pris dans les enjeux de regard avec ses parents, avoir envie de faire plaisir ou pas à ses parents, et qu'il faut pouvoir l'aider à pouvoir avoir sa parole propre de ce qu'il ressent pour lui, ce qui semble être bon pour lui. Et puis, on va demander aussi, évidemment, de vérifier le développement de cet enfant, la possibilité ou non qu'il y ait des troubles psychiatriques, puisque là, par contre, toutes les études montrent que les jeunes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme sans déficit cognitif ont plus de vécu transidentitaire que la population générale. Donc, il faudra le prendre en compte. Il y a des hypothèses théoriques. Peut-être que les patients autistes sont moins sensibles aux stéréotypes de genre et s'autorisent plus facilement, du coup, à exprimer leur identité. Il y a cette question du blocage hormonal de la puberté, c'est-à-dire la possibilité chez un enfant en grande souffrance qui ne supporte absolument pas les transformations pubertaires et qui conduisent à un refus scolaire anxieux, à des tentatives de suicide, la possibilité de stopper cette évolution pubertaire pendant un temps, puisque c'est un traitement qui est bien connu dans l'utilisation de dans le cadre de la puberté précoce et qui pourrait donc être utilisé dans cette indication. Bien sûr, tout un travail d'éducation de la société sur ces questions et d'ouverture sur une possibilité de se penser au-delà de ces normes qui ont structuré depuis longtemps notre société et évidemment développer tout ce qui est soutien. Enfin, pour terminer, parce que je crois que voilà, c'est bon. Voilà, donc on va demander, donc là, vous voyez, ça va être quand même différent chez l'enfant et l'adolescent. On va demander systématiquement chez l'enfant et l'adolescent d'avoir un accompagnement pluridisciplinaire avec des professionnels formés à la santé mentale, au développement de l'enfant et de l'adolescent et avec des capacités de repérage et du neurodéveloppement, puisqu'on a vu qu'il y a un lien entre vécu transidentitaire et troubles du spectre de l'autisme, qu'il y a aussi des liens statistiques qu'on explique moins, mais qui existent dans tous les pays occidentaux entre troubles déficit de l'attention et vécu transidentitaire. Il n'y a pas de traitement médico-chirurgical de l'enfant. Donc ça, il faut être clair, dans toutes les recommandations. Il y a une possibilité de blocage de la puberté à partir du stade 2 de Tanner pour éviter chez ces enfants qui ne supportent absolument pas ces transformations pubertaires et qui amènent à une détresse psychologique qui risque d'entraîner une perte de chance dans les apprentissages et la socialisation. Alors, après, chez les adolescents, il est discuté une approche médico-chirurgicale pour lequel, pour l'instant, il n'y a pas d'âge repère, mais on nous demande d'évaluer la maturité, le discernement et de voir qu'en fonction de son développement, de sa maturité, de son discernement et de l'autorité parentale, les choses qui peuvent être mises en place chez lui. Je vous remercie pour votre attention. Bravo, et je vous félicite et vous remercie pour votre clarté et votre concision sur un sujet qui est assez difficile à cerner finalement. Alors, avant de donner la parole à la salle, je vais vous poser la question qu'il ne faut pas poser. Je suis un petit peu là pour ça quand même. Et c'est la question, on a vu d'un point de vue épidémiologique que les demandes augmentaient de façon plus qu'exponentielle, multiplication par 10 en 10 ans. L'influence des réseaux sociaux, et en particulier les réseaux sociaux qui sont fréquentés par votre clientèle, entre guillemets, par des adolescents et de plus en plus jeunes. Ça commence à partir de l'âge de, peut-être même à l'école primaire. Quel est votre point de vue et de quelle façon on peut passer d'un stade qui est considéré comme normal, standard, à quelque chose qui pourrait être considéré comme pathologique, du fait de cette influence, et en particulier des influenceurs, influenceuses qui défilent sur ces réseaux.
Alors, moi, je vais vous parler donc de 13 ans d'expérience, puisqu'on a ouvert la consultation il y a 13 ans, à l'époque où on parlait encore de transsexualisme et où on avait 10 demandes par an. Là, aujourd'hui, effectivement, je n'arrive plus à suivre avec 10 demandes par mois, voire plus, en fonction de certains mois. Moi, ce que je vois sur le terrain, je dirais qu'il y a 2 niveaux. Il y a les adolescents en général, puisque moi, dans mon service, on s'occupe des adolescents de toutes les problématiques, pas spécifiquement sur la transidentité, particulièrement la transidentité, mais pas que. Et là, on voit qu'effectivement, les adolescents d'aujourd'hui, ils questionnent là où moi, j'aurais été rouge de la tête aux pieds et j'aurais pas pu dire un mot à leur âge. Ils questionnent, ils en parlent. Et quel merveilleux sujet pour nous faire ressentir qu'on est vraiment des vieux cons et qu'on n'a rien compris. Et ça, c'est formidable quand on est adolescent quand même, de pouvoir nous titiller, etc. Le problème, c'est qu'il faut qu'on reste tranquille. Voilà, qu'on s'excite pas, qu'on voit, pourquoi pas, si tu vois les choses comme ça, après tout, mais qu'est-ce que ça représente pour toi? Et là, alors, on voit les adolescents, ça tombe complètement d'un ton, voilà. Et puis après, il y a un petit pourcentage d'adolescents qui présentent une souffrance réelle, très importante, et qui, eux, vont venir jusqu'à nous pour demander, peut-être, envisager le changement d'identité, envisager, mais je vous dis simplement, à Paris, en 10 ans, nos 3 services, Robert Debray, la Pitié-Salpêtrière et le SIAPA au GHU, nous avons accompagné 40 situations de blocage de puberté et 400 réassignations hormonales vers l'âge de 16 ans. En 10 ans, si on considère que dans la tranche d'âge des adolescents, on estime que chez les adolescents, justement, il y aurait 2% d'adolescents qui se sentent concernés par ce questionnement. Vous voyez qu'on est loin de l'épidémie qui nous est expliquée. Donc, il faut différencier la question du discours de société des jeunes, qui interrogent, qui remettent en question et qui, effectivement, s'inscrit dans un mouvement de société. Moi, je n'ai pas l'impression qu'ils sont sous influence, c'est juste qu'il y a une nouvelle façon de se penser qui n'est pas pathologisée. Si je reprends le discours de certains adultes que j'ai rencontrés, parce que je trouvais que c'était nécessaire de comprendre comment ils avaient vécu leur enfance, ils disent « mais j'ai tenté d'en parler, moi, à cet âge-là, mais on m'a renvoyé tellement de choses négatives que j'ai lutté contre cette idée qui était folle à partir des témoignages de l'entourage, et pendant des années, j'ai vécu avec cette idée qui m'a taraudé. » Là, maintenant, on dit, on peut en parler. Et pourquoi pas? On n'est pas obligé de se penser homme, on n'est pas obligé de se penser femme. Donc, finalement, l'adolescence, qui est le moment du questionnement identitaire, parce qu'on se confronte aux transformations pubertaires qui nous amènent à s'interroger sur qui on est, oui, le discours est très élevé. Mais je vois dans les adolescents qui viennent au SIAPA, la plupart questionnent cette question du genre, mais très peu vont jusqu'à venir à la consultation spécialisée pour accompagner ce parcours. Et moi, je reviens sur cette idée. Bien sûr qu'on est influencé par les idéaux d'une société dans cette construction. Mais franchement, oui, tant qu'on en est au moment déclaratif de penser un autre prénom, etc., parce que souvent, ce qui nous est présenté, ça serait à la mode. C'est-à-dire, les adolescents ont besoin d'intéresser les adultes, donc ils utilisent ce sujet pour les intéresser. Mais franchement, dans le quotidien, ceux qui vivent, c'est pas sympa, en fait. Ça peut peut-être faire fantasmer quelques adultes, mais le reste du temps, dans les relations entre eux, dans ce qu'ils vivent au fin fond de la cité du 9-3, voilà, etc., c'est plutôt, il faut pas en parler parce que si j'en parle, c'est très dangereux pour moi. C'est quand même ça la réalité de ce qu'on vit en France quand on est un adolescent trans. Voilà. Bien compris. Une ou deux questions. Oui, professeur Launois. Quelle est l'influence des réseaux sociaux dans ces recherches d'identité? C'était la question. On vient de répondre à la question. C'est la question qui était posée. Oui, Jérôme. Oui, bonjour Guillaume Pourchet, moi je suis chirurgien. Merci beaucoup, vraiment. Et puis c'est des éléments qui sont très forts. Et là, vous venez de le rappeler, c'est un acte de courage que de prendre, d'en parler tout simplement encore aujourd'hui. J'avais une question, moi, parce que je m'occupe de la chirurgie de l'obésité, où on a des évaluations psychiatriques dans la prise en charge de ces patients qui font partie des éléments HAS de recommandés. Et c'est vrai, je comprends tout à fait de la partie
voilà, on dépsychiatrise cette pathologie, enfin cette réalité. Mais par contre, l'évaluation psychiatrique, notamment de problèmes qui peuvent être révélés par le changement, parce que c'est un trauma, c'est un changement physique, sociétal, enfin, c'est très profond, comme on peut le voir un petit peu dans l'obésité. On a des phénomènes de trauma qui sont là auparavant, qui revivent. Donc, l'évaluation psychiatrique de la sortir de la prise en charge, je voulais avoir votre avis sur ce point-là, donc notamment sur les entreprises. Prévoir une évolution péjorative post-opératoire. Alors ça, prévoir, moi j'aime bien reprendre cette phrase de mon maître Roger Misès qui disait « Les psychiatres, on est très forts pour prédire le passé ». Voilà, donc ça, prédire l'avenir, on a heureusement toujours de bonnes surprises et parfois des mauvaises surprises. Mais je pense que ce qui va être important, c'est l'accompagnement psychologique au cours du parcours de transformation. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, ce que je vois avec les adolescents, en tout cas dans leur première partie de l'adolescence, c'est le combat identitaire dans un premier temps, qui est important. Me sentir légitime dans ce que je ressens et la parole que j'utilise. Après, il y a se confronter à la réalité de ce parcours, les effets des hormones, les possibilités de chirurgie, commencer quand on grandit à se confronter à la réalité de la sexualité, qu'on n'avait pas forcément anticipé quand j'avais 15-16 ans, parce que là, j'étais dans l'affirmation identitaire. Et voilà. Mais moi, je pense qu'à partir, enfin, moi, je vois, à partir du moment où ils sentent que c'est pas une indication normative obligatoire et qu'on reste à « je suis là pour vous accompagner à vivre au mieux ce que vous avez à vivre », moi, j'ai jamais eu de refus, en fait. Mais ils peuvent donner leur point de vue, ils peuvent expliquer ce qu'ils attendent ou pas. Et c'est ça ce qui change par rapport aux propos d'avant où on disait « diagnostic obligatoire, obligation psychiatrique obligatoire », là où un accompagnement psychologique parfois est largement suffisant. Bien, on vous écouterait des heures. Merci beaucoup. C'est vrai. Merci beaucoup.